Le Schneefel est haut de 5000 pieds. Nous marchions en file, précédés du guide. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où 2 personnes n'auraient pas pu aller de front. Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds avec la rapidité d'une avalanche. Heureusement, après 1 heure de fatigue et de tour de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sous la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces torrents de pierres rejetés par les éruptions. À 7 heures du soir, nous avions monté les 2000 marches de l'escalier. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles. Il faisait un froid violent. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les 500 pieds qui restaient à franchir prirent près de 5 heures. Les détours, les billets et contre-marches mesuraient 3 lieues au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à 11 heures du soir, le sommet du Schneefel fut atteint et, avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif, aux rayons d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. Le cratère du Schneefel représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. J'estimais sa profondeur à 2000 pieds environ. Involontairement, je le comparais à un énorme tronc blond évasé et la comparaison m'épouvantait. Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans mot dire. Au fond du cratère s'ouvraient 3 cheminées. Chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère. « Regarde, me dit le professeur. » Et partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractères runiques à demi rongés par le temps, ce nom 1000 fois maudit. « Achne Shaknussemm » s'écria mon oncle. « Douteras-tu encore ?» Je ne répondis pas. L'évidence m'écrasait. Le lendemain, un ciel gris, nuageux s'abaissa sur le sommet du cône. Un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm. On devait la reconnaître à cette particularité que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Nous étions le 25 juin et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Le 26, une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Mon oncle ne se contenait plus. Le lendemain, le ciel fut encore ouvert, mais le dimanche, 28 juin, le soleil versa ses rayons à flot dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là !» s'écria le professeur. « C'est là, au centre du globe. » Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celles-ci allaient véritablement naître sous nos pas. Mon oncle déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les 2 moitiés de la corde. Une fois descendu de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en relâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis, on recommencerait cet exercice ad infinitum. La descente se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de corde, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions répété 14 fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc 7 heures plus 14 quarts d'heure de repos. En tout, 10 heures et demie.
Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds. Arrivé au fond de la cheminée perpendiculaire, on ouvrit le sac de provisions, on mangea et l'on se coucha de son muscle sur un lit de pierre et de débris de l'art. Pour le chapitre 4, j'ai décidé de ne pas vous faire de résumé. J'aimerais savoir votre compréhension à cette étape-ci du livre. C'est quand même une étape importante. Il y a beaucoup de descriptions. Donc, je vais vous demander de me faire un résumé dans lequel je vais avoir de besoin de voir quels sont les personnages qui sont impliqués. C'est quoi qui se passe? Donc, dans les différentes pages du livre, il n'y a pas beaucoup de pages, mais on entre vraiment dans l'action. Il y a des descriptions. Je vais vous donner des trucs au niveau, quand on parle du Schneefel, qu'est-ce que le Schneefel? Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que ça pourrait être autre chose qu'une montagne? Parce qu'on parle de cheminées. Est-ce qu'il y a des cheminées dans une montagne? Donc, ce sont toutes des questions que vous devrez vous poser pour faire le résumé. On va en parler en groupe ensemble. Si vous voulez aller faire une petite recherche documentaire, j'ai pas de problème. Si vous voulez aller chercher, exemple d'information, est-ce que ça existe, le Schneefel, pour de vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? On parle de hauteur, donc on sait que ça ne sera pas quelque chose qui va être sous la terre, mais plus tard, on a l'impression qu'il se rend sous la terre. Donc, j'ai besoin d'un résumé qui va expliquer ça, qui va pouvoir me mettre les idées là, de façon vraiment claire, là. En fait, autant pour moi que pour vous. Donc, si je lis votre résumé, j'aurai besoin d'avoir toute l'information, mais c'est aussi pour que vous soyez plus au courant là, des différentes actions là, qui se déroulent dans le livre jusqu'à maintenant. Sur ce, bon travail.